bonsoir à tous. Bienvenue au Galia pour ce nouveau rendez-vous des lundis de l'Université populaire. Merci d'être si nombreux ce soir. C'est un sujet et le titre même, l'intitulé de la conférence pouvait laisser perplexe puisque Be a Mensch, on se demande de quoi va parler le conférencier. Mais cependant, vous nous avez suivis et nous en sommes ravis. Alors, je suis particulièrement ravi ce soir de vous accueillir pour ce rendez-vous. Alors, pour deux raisons, je vais les dire très rapidement. D'abord parce que je crois que le sujet de la conférence de ce soir que nous propose Jackie, je vais présenter dans un instant, est l'admirable film que nous allons pouvoir voir. Avec ce sujet et ce film, je pense que nous allons approcher, si vous faites le chemin jusqu'au bout, finalement de l'objectif qu'on s'était donné au lundi de l'université, c'est-à-dire pas simplement considérer le cinéma ou le théâtre comme un art noble et mort, qu'on considérerait dans son aspect esthétique, ou ni même comme un divertissement, mais plus comme une pratique qui pourra nous aider à, à vivre, à devenir des hommes, des mensch, ou des hommes ou des femmes, enfin des êtres humains. Et c'est un peu l'idée des lundis, c'est-à-dire comment savoir aimer, comment savoir vivre, et comment le cinéma peut nous aider. Donc j'ai apporté, je sais que Jackie va en parler tout à l'heure, un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le cinéma nous rend-il meilleur ?» de Stanley Cavell, qui est un grand philosophe américain et un philosophe tout court, un philosophe analytique, mais aussi un grand penseur du cinéma. Et voilà, ça donne le ton un peu de cette soirée et des conversations qu'on pourra avoir après l'intervention de Jackie et après le film, si vous le souhaitez. Alors, je vais présenter Jackie rapidement. Jackie, vous le connaissez peut-être. Il est venu à de nombreuses reprises au Galia, présenter Oncle Boumni, différents autres films, des films qu'il avait produits, comme Le Sommeil d'or, le magnifique film de David Chou, qui est venu présenter ici, mais aussi des films qu'il a réalisés, car il est aussi réalisateur de 2 courts-métrages, In Loving Memory, qu'on avait présenté ici. Et puis, Jackie est critique cinématographique aux Inrecuptibles, également à Vanity Fair, à Vogue, et producteur et réalisateur. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais laisser la parole à Jackie et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir et merci d'être venus nombreux ce soir. Ça me touche que vous soyez venus voir cette conférence sur le mensch et la comédie américaine. Alors Luc a juste oublié 2 petites choses me concernant et qui justement concernent directement cette conférence. C'est que j'étais venu présenter, Luc, tu t'en souviens, j'en suis sûr, des comédies américaines. La toute première fois que je suis venu ici, c'était pour représenter des films avec Will Ferrell devant beaucoup moins de spectateurs. Donc je suis heureux petit à petit que mon audience s'élargisse. Mais c'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et par ailleurs, j'ai réalisé pas seulement des courts-métrages, mais aussi un documentaire sur l'œuvre d'un cinéaste et producteur américain qui s'appelle Judd Apatow, et dont je parlerai un peu plus tard dans cette conférence. Le documentaire s'appelle This is Comedy et il est passé il y a 2 ans sur Canal+. Et je mentionne ce documentaire parce que la question du mensch, travailler le documentaire, en fait, c'était un peu la question qui sous-tendait toute mon interrogation sur l'œuvre de ce cinéaste. Et c'est à partir de ça, en fait, que j'ai eu l'idée de proposer cette conférence à Luc. Conférence que, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà fait sous un autre format à Pompidou, mais j'étais debout, c'était beaucoup plus intimidant. Et cette fois-ci, donc j'ai un peu plus, un peu garni pour vous. J'ai rajouté des choses, j'ai rajouté des exemples, quelques extraits.
Et tout d'abord, est-ce que je pourrais avoir l'image sur l'écran, comme ça? Je vous ai fait un petit PowerPoint. Alors c'est un PowerPoint assez frustre. Il y a pas beaucoup d'images, il y a surtout du texte, et ça me permet moi surtout d'avoir un support et de vous montrer les extraits de façon plus facile. Alors donc, cette conférence, je l'ai appelée Biomensch. Est-ce que quelqu'un a une idée déjà de ce que ça veut dire Biomensch et de pourquoi j'ai appelé ça Biomensch? Non. Alors, je vais revenir en détail sur d'où vient exactement Biomensch. Je ne vous vends pas la mèche tout de suite. Ce qui est évident, c'est que c'est une injonction, un point d'exclamation, en langue anglaise, mais pas seulement anglaise, également allemande. Et pas totalement allemande, mais allemande yiddish. Allemande yiddish repris par l'américain. En 3 mots, il y a déjà plein de choses. Donc bi, ça veut dire soit en anglais, soit un homme, exactement. Mais Mensch, avec cette orthographe, en fait, ça veut dire homme en yiddish, donc qui est le dialecte des juifs ashkénazes qui vivaient donc en Europe de l'Est, en Allemagne, mais pas seulement en Allemagne, dans tous les pays d'Europe de l'Est. Et c'est un terme donc qui vient du yiddish. Alors, a Mensch is a human being. Cette citation précisément vient de The Apartment de Billy Wilder, dont on ne voit pas en fait. Pourquoi c'est bloqué? J'ai cru que vous voyiez en même temps ce que j'ai sur mon écran et ce n'est pas le cas. Alors petit problème technique. Évidemment, ça devait arriver. Ça fait partie du processus. Vous allez voir, je vais vous expliquer après le concept du schlémiel et vous allez comprendre pourquoi il faut qu'il y ait une catastrophe pour que cette conférence soit tout à fait cohérente. Sinon, ce ne serait pas drôle, ce ne serait pas comique. Bon, c'est de ma faute, puisque... Comment ça se fait que... J'ai perdu la connexion. Alors, je vais reconnecter, ça sera plus simple. Merci. C'est bon. Voilà. Tadam. Voilà. A Mensch, a human being. Et donc, on voit le photogramme de The Apartment. En français, la garçonnière de Billy Wilder. Dont on va voir un extrait tout à l'heure, donc je ne détaille pas tout de suite. Et je reviens sur la définition du Mensch, donc qui veut dire en yiddish humain, mais qui veut dire en allemand, pardon, un homme, un humain, mais qui dans la tradition juive ashkénaze a une autre signification, qui veut dire en fait un homme moral, un homme de bien, quelqu'un qui fait de son mieux pour servir sa famille, sa communauté, éventuellement son pays. Donc on voit que dans une certaine tradition culturelle juive, ce terme à l'origine neutre, un homme, s'est chargé d'une connotation morale et est devenu quelque chose, est devenu un terme qui doit définir une conduite. Voilà, le Mensch, c'est l'homme qui se conduit bien. Et qui se conduit bien, mais sans faire une démonstration de sa force. Le Mensch, c'est quelqu'un qui doit se conduire bien, mais avec une certaine douceur, avec une certaine évidence, et évidence qui est d'autant plus remarquable que, comme toute évidence, on ne voit pas le travail qu'il y a derrière. Donc le Mensch, c'est celui qui vraiment porte sur ses épaules la responsabilité de sa famille, de sa communauté, qui fait en sorte que tout aille bien, mais ça ne doit surtout pas se voir. Si on voit l'effort, alors là, c'est moins beau, c'est moins propre, et le Mensch devient imparfait. Évidemment, on s'en doute, puisque cette conférence va parler de comédie, on se doute que ce qui est intéressant, c'est quand ça grince, quand ça coince, quand tout ne se passe pas comme prévu. Si un héros fait tout ce qu'il faut, exactement comme il faut, ce n'est pas drôle. Or, moi, ce qui m'intéresse précisément dans cette figure du Mensch, c'est, au fond, quand le Mensch échoue à l'être. Quand le Mensch n'arrive pas à porter sur ses épaules la responsabilité qui lui incombe. Et là, on entre dans le territoire de la comédie. Et il se trouve que le
le mensch, en fait, il est structurant dans la comédie américaine depuis qu'elle existe, donc depuis les années 30. Si on regarde un peu en archéologue, qu'on se plonge dans la comédie américaine des années 30 à nos jours, donc à partir du parlant, grosso modo, parce que je mets à part la comédie burlesque, qui fonctionne selon des modalités différentes. Là, je m'intéresse vraiment à la comédie au sens parlé du terme, au sens oral du terme. Et ça naît avec les années 30, le slapstick comédie, la comédie du remariage. Je vais détailler tout ça plus tard pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, des années 30 à nos jours, la comédie américaine se développe et en son sein, ce personnage du mensch, qu'on va retrouver sous différentes formes, qu'on va retrouver parfois sous forme très 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 comique, où il est seulement un pourvoyeur de gags, parfois qu'on va retrouver sous forme un peu plus dramatique, où c'est moins le rire qui va nous intéresser que les valeurs portées par ce personnage, et surtout l'émotion portée par ce personnage. Et en fait, si on regarde à côté du cinéma, on se rend compte que le mensch, avant, ou disons en parallèle au cinéma, il s'est aussi développé dans la littérature américaine. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont plus ou moins coutumiers de ces écrivains, mais quelqu'un comme Saul Bellow, par exemple, dont le roman le plus connu est sans doute les aventures de Augie March, qu'il a écrit en 1953. Saul Bellow, c'est vraiment l'écrivain juif américain qui vient de Chicago, qui a commencé sa carrière immédiatement après-guerre, et qui écrivait sur des personnages typiquement juifs qui devaient se dépatouiller de leurs névroses et de leurs problèmes familiaux et de leurs problèmes de valeurs morales. Et on dit que sur son lit de mort, Saul Bellow a dit « Am I a man or am I a jerk ?» En français, est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis un connard ? Et évidemment, la réponse est un peu des deux. C'est impossible de trancher, mais par am I a man, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est am I a mensch ? Est-ce que je suis un homme dont la vie mérite d'avoir été vécue, ou est-ce que j'ai simplement été un connard qui, par ailleurs, a écrit des bouquins ? Bon, voilà. La réponse, pour ceux qui connaissent personnellement Saul Bellow, serait a priori ambiguë. Je ne le connaissais pas personnellement, il est mort il y a longtemps. On retrouve également la question du mensch chez un autre écrivain qui vous êtes peut-être plus familier, Philip Roth, et notamment Portnoy et son complexe, où donc un jeune juif américain, mais un juif sécularisé chez Philip Roth, voilà, c'est moins la question religieuse que la question traditionnelle, culturelle qui compte. Parle à son psychanalyste et se pose plein de questions sur la sexualité, et lui aussi se demande s'il est un homme bien ou si ses pulsions sexuelles n'en font pas une espèce de pervers et de malade social. Et tout ce questionnement, en fait, très 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 juif, qui puise dans une tradition culturelle et qui nourrit l'humour juif, se retrouve très fortement dans la littérature juive américaine. Il y a une autre tradition que la littérature et le cinéma, qui est la tradition théâtrale, où on retrouve ce questionnement du mensch. Et en fait, il y a quelque chose qui s'appelle la Borch Belt. Je parie que personne ici n'a jamais entendu ce terme, donc je vais évidemment l'expliquer. La Borch Belt, en fait, donc Borch, c'est un bouillon ukrainien, c'est peut-être un terme que vous connaissez, un bouillon enfin, ukrainien, disons, inventé, paraît-il, en Ukraine, à base de betterave, je crois. Voilà. Et ce bouillon, c'était un bouillon typiquement juif, enfin une soupe typiquement juive, et c'est le nom qui a été donné à une région aux États-Unis. Vous savez, les Américains aiment bien donner belt à des régions. Belt, ça veut dire ceinture. Donc il y a la Rust Belt, par exemple, c'est la ceinture de la rouille, c'est les régions désindustrialisées aux États-Unis. Il y a la Christian Belt, c'est le sud des États-Unis, c'est cette ceinture chrétienne où les gens sont très, très, très chrétiens et conservateurs. Et puis il y a la Borch Belt, qui est une toute petite région qui se situe dans l'État de New York, pas à New York même, mais plutôt à la campagne de New York, dans des montagnes qui s'appellent les Catskills.
et dans lesquels les New-Yorkais, alors les familles plutôt aisées, mais ça allait des classes moyennes aux familles aisées, allaient dans les années 50, 60, 70 passer leurs vacances dans des centres de vacances, donc dans les Catskills Mountains. Et dans ces centres de vacances, les promoteurs avaient eu la bonne idée de faire venir des comiques pour divertir les familles qui venaient là passer une semaine ou deux en famille. Et les comiques, beaucoup de ces comiques, en fait, qui ont inventé un petit peu le stand-up, c'est-à-dire l'idée de venir sur scène, tout seul, raconter un truc, n'importe quoi, de sa vie, et faire des blagues, beaucoup de ces comiques étaient des juifs. Et c'est vraiment là, dans la Borge Belt, donc dans cette région, dans ces Catskill Mountains, dans ces centres de vacances, qu'est né l'humour juif américain contemporain. À partir des années 50 jusque dans les années 70, fin 70, après c'est passé de mode et c'est devenu un peu ringard, mais des gens comme Jerry Lewis ou Mel Brooks en fait se sont formés là-bas et ont commencé leur carrière en montant sur scène tout simplement pour divertir papa-maman qui venaient passer leurs vacances et à faire des blagues juives. Voilà. Et dans cette Borge Belt, s'est développé cet humour à base, là aussi je vais y revenir un peu plus précisément durant la conférence, mais à base de désespoir et de grande lucidité, où le mensch se met en scène lui-même, met en scène ses propres déboires et en rigole publiquement avec tout le monde. Et donc de la Borge Belt à la Sun Belt, c'est la Californie, puisque c'est là ensuite, c'est de New York à la Californie que se sont déplacés beaucoup de ces comiques juifs américains. Et là, ça a créé une autre tradition qui passe donc par le cinéma, par Hollywood, la Californie évidemment étant le berceau du cinéma américain. Et c'est ce mélange en fait entre un humour juif new-yorkais mais issu d'Europe de l'Est et la vie en Californie sous le soleil à la cool à Los Angeles, où j'étais hier. Et du coup, si je fais des gaffes durant cette conférence, on pourra mettre ça sur le compte du jet lag. Voilà. Pour l'instant, je crois que ça va. Mais je peux vous garantir qu'il fait plus beau là-bas qu'ici. Et que par conséquent, ça a forcément une forme d'influence sur les blagues qu'on peut y faire. Disons que la vie est plus douce à Los Angeles. Et tout ça pour dire que cette tradition juive new-yorkaise, yiddish et de cinéma hollywoodien a donné cette espèce d'hybride, disons, de comédie américaine et de questions du mensch dans cette comédie américaine qui rejoint une tradition très américaine et une tradition européenne juive. Voilà. C'est ça que je vais développer vraiment durant cette conférence. Je précise une chose, s'il y a des philosophes dans la salle, il y a un philosophe célèbre qui a développé le concept de Mensch, ou plutôt d'Übermensch, c'est Nietzsche. Et évidemment, le Mensch, dans la tradition juive, et a fortiori dans la tradition comique juive américaine, c'est absolument l'opposé de l'Übermensch nietzschéen, qui je crois n'était pas quelqu'un de très rigolo, et qui lui, au contraire, démontrait son Übermenschitude par la force et la puissance. Alors que le mensch juif, c'est l'inverse. Il démontre sa menschitude par une forme de mansuétude, par une forme de douceur, par une forme de calme. Et c'est comme ça qu'il démontre sa moralité. Voilà, c'est important de revenir sur ce détail. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite un extrait. Cette conférence sera nourrie de nombreux extraits. Donc le premier, je vous l'ai un petit peu vendu avant, il est issu de La Garçonnière de Billy Wilder. Qui a déjà vu La Garçonnière ? Je suis curieux. Oh, c'est passé au ciné-club et si peu de gens l'ont vu. Donc c'est un film de 1960 de Billy Wilder, qui est un des plus grands réalisateurs de comédie américaine. Billy Wilder, il a la particularité d'être juif, mais de ne pas en avoir fait très grand cas dans son œuvre. Et on peut même dire que dans La Garçonnière, il y a peut-être le personnage le plus ouvertement juif de son œuvre, à ma connaissance en tout cas. Peut-être qu'un spécialiste de Billy Wilder me prouvera tout à l'heure que j'ai tort et qu'il y en a plein d'autres. Mais en fait, à ma connaissance, les personnages chez Billy Wilder, disons, ne font pas vraiment cas de leur judéité. Mais ce personnage-ci, le docteur Dreyfus, il est vraiment très 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 juif.
Il est docteur et il est le voisin du héros qui s'appelle C.C. Baxter, qui lui n'est pas du tout juif, qui est joué par Jack Lemmon et qui est en fait un peu c'est un commis de bureau, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, il me semble qu'il est comptable, il travaille dans une grande entreprise et il est assurance, merci. Et en fait, pour se faire bien voir de ses patrons, il leur prête son appartement, qui est bien situé, qui est bien meublé, et dans lequel ses employeurs, que ses employeurs utilisent comme leur propre garçonnière et font venir leur maîtresse en toute discrétion. Jusqu'au jour où Jack Lemmon tombe amoureux d'une de ses collègues en fait, qui s'occupe de l'ascenseur dans l'entreprise, dans la grande entreprise dans laquelle il travaille, une jeune femme très belle qui est jouée par Shirley MacLaine. Shirley MacLaine qui à l'époque était très jeune et très belle. Et donc il tombe amoureux d'elle. Et un jour, il se rend compte qu'un de ses patrons est aussi tombé sous les charmes de cette jeune femme et l'a invitée dans son propre appartement. Donc il se retrouve comme ça dans avec cette situation morale à résoudre. Est-ce que je vais vexer mes chefs, mes patrons, mais défendre mon honneur et puis surtout défendre mon crush, enfin mon intérêt romantique, ou est-ce que je vais courber les chines comme d'habitude et laisser faire mes chefs. Bon. Et là, il se retrouve, dans la scène qu'on va voir, il se retrouve chez lui, avec Shirley MacLaine, tous les deux. Shirley MacLaine vient de passer la soirée avec son chef qui est parti, et elle est ivre-morte. Donc ça vous donne, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça vous donne une idée du choix peut-être qu'il va être amené à faire. Il est tout seul avec elle, elle est ivre-morte, elle est chez lui, elle est allongée, elle dort, et il ne sait pas quoi faire. Donc ça, c'est le docteur Dreyfus, qui est son voisin, je ne voulais pas préciser. How do you spell her last name? Kubelik, 2 Ks. What's her address? Where does she live? Why do you want to know? You don't have to report this, do you? It's regulations. Well, she didn't mean it. It was an accident. She had a little too much to drink. She didn't know what she was doing. There was no suicide note or anything. Believe me, Doc, I'm not thinking about myself. Aren't you? She's got a family, and there's the people at the office. Look, Doc, can't you forget you're a doctor? Let's just say you're here as a neighbor. Well, as a doctor, I guess I can't prove it wasn't an accident. But as your neighbor, I'd like to kick your keys to clear around the block. Mind if I cool this off? Yeah, I'll be so. I don't know what you did to that girl in there, and don't tell me. But it was bound to happen the way you carry on. Live now, pay later, Diners Club. Why don't you grow up, Baxter? Be a mensch. You know what that means? I'm not sure. A mensch, a human being. See, you got off easy this time, so you were lucky. But you're not out of the woods yet, Baxter, because most of them try it again. Well, you know where I am if you need me.
Donc là, on voit un exemple de cette greffe d'une culture juive européenne sur la culture américaine, avec cet extrait, puisque donc Billy Wilder était d'origine autrichienne et a fui l'Europe avant la Seconde Guerre mondiale pour aller s'installer comme beaucoup de ses collègues à Hollywood et travailler là-bas. Et donc c'est vraiment aussi à cause ou grâce à cette histoire plutôt, grâce à l'exil de ces juifs, artistes, cinéastes, écrivains, hommes de théâtre, en l'occurrence donc cinéastes, que la comédie américaine a été nourrie de ce terreau culturel et que ce personnage de Mensch là a été, à ma connaissance, pour la première fois au cinéma, non pas théorisé, mais disons affirmé. C'est pour ça que le titre de la conférence Be a Mensch vient vraiment de cet extrait, puisque là, Billy Wilder, de façon on ne peut plus claire, définit et fait expliquer par un personnage à un autre ce qu'est un Mensch. Un être humain, mais pas seulement, il lui explique qu'en fait, il doit prendre ses responsabilités. Et ça, c'est essentiel. Prendre ses responsabilités, c'est vraiment ça qui est important dans cet extrait. Et par là, dans cet extrait, on voit vraiment l'adoubement d'un personnage de culture américaine, WASP, c'est-à-dire white, anglo-saxon, protestant. Enfin, on suppose en tout cas, on ne connaît pas les détails du personnage de Baxter, mais a priori c'est américain de base, qui est adoubé par son voisin, qui est juif, et qui le charge d'une valeur morale, et qui lui dit d'un coup, sois à la hauteur, prends tes responsabilités, et fais un choix moral. Évidemment, ce choix moral, c'est fais le choix de la figue contre tes patrons, parce que c'est là que se trouve la morale, et c'est là que se trouve le bien. Et assume-le, sois un homme. Voilà. Et donc, on voit comment un certain personnage opportuniste peut d'un coup se retrouver adoubé et porteur d'une tradition morale qui le dépasse un petit peu, qui le transcende. Je dis le terme transcender à dessein parce qu'on va y revenir un peu après, à la fin de la conférence, quand je vais vous parler de Stanley Cavell, justement, que Luc évoquait tout à l'heure. Alors, là, vous voyez les deux termes un peu barbares qui se sont affichés à l'écran, Schlemiel et Schlimatzel, quand le Mensch échoue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mensch, je trouvais que c'était pas assez compliqué comme terme. Je me suis dit qu'il fallait un peu rentrer dans les détails et vous parler de deux autres sous-catégories du Mensch, qui sont en fait deux concepts qui eux aussi viennent de cette culture, de cette tradition yiddish, que sont le Schlemiel et le Schlimatzel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le Schlemiel, c'est le Mensch, pour simplifier, c'est le Mensch qui aurait échoué. Le Schlemiel, dans le folklore yiddish, c'est celui qui porte la poisse à la communauté. C'est celui qui a essayé de faire quelque chose de bien, ou pas, mais parfois il n'a même pas essayé, mais en général, si le Schlemiel, il essaye quand même, il essaie de faire une bonne action, mais il n'a pas de chance et il échoue. Si vous avez déjà entendu des blagues juives, ce schéma-là doit vous dire quelque chose. C'est quelque chose d'assez fréquent, l'idée de la poisse existentielle. Donc le Schlemiel porte malheur. Le Schlimatzel, c'est celui qui reçoit la peine, en quelque sorte. Donc il y aurait quelqu'un qui serait le coupable, le Schlemiel, et le Schlimatzel, qui verrait le ciel lui tomber sur le coin de la figure en permanence. C'est celui qui n'a rien demandé et sur qui la faute, la peine tombe. Donc on peut séparer les deux à des vues analytiques et pour faire un joli titre de partie. En réalité, le personnage qui compte le plus, c'est le Schlemiel. Et le Schlemiel, c'est vraiment la déclinaison du Mensch, c'est très bizarre comme phrase, le Schlemiel est la déclinaison du Mensch qui m'intéresse le plus parce qu'elle est de façon inhérente comique. Elle est foncièrement comique. Le Schlemiel est foncièrement comique, puisqu'il échoue. Et c'est cette tension entre, d'un côté, une vertu souhaitée et un résultat catastrophique qui, dans bien des cas, crée la comédie. Et donc il y a une écrivaine, enfin une historienne américaine, Ruth
Wisse, je crois que ça se prononce en allemand, j'ai jamais fait d'allemand. Wisse ou Weiss, je ne sais pas. Wisse, hein, voilà. Ruth Wisse, qui est donc elle aussi juive, immigrée aux États-Unis, qui a écrit un livre, Le Schlemiel, ou Héros moderne de l'Amérique, dans lequel elle théorise que le Schlemiel, donc le loser en fait, on pourrait traduire ça, le loser aussi, mais dans une optique, encore une fois, très particulière, dans cette optique juive, héros moderne, parce que c'est lui finalement qui revitalise la culture américaine, selon elle, en lui apportant une forme d'idéalisme qui lui manquait. On sait que la culture américaine traditionnelle de base est plutôt utilitariste, et les Juifs, selon elle, et en particulier cette figure-là, auraient apporté une forme d'idéalisme à la culture américaine. Et je cite, elle dit « Le Schlemiel est outrageux et absurde dans la mesure où son innocence tranche avec le cynisme de la réelle politique. Il est un idiot peut-être, mais il est celui qui fait bouger les lignes. » Et donc voilà, là on voit l'importance morale, et pas seulement au-delà de la comédie, on voit au-delà de la comédie, disons, ce que peut porter un tel personnage. C'est quelqu'un qui fait rire, mais au-delà du rire, c'est quelqu'un qui est capable de faire bouger les lignes, qui est capable de changer la politique et de faire prendre conscience aux citoyens de certains problèmes, de certaines questions morales et politiques. Donc c'est pas rien en fait le Schlemiel. Et disons que on pourrait le définir aussi d'une certaine façon par le mieux est l'ennemi du bien. Le Schlemiel, c'est quelqu'un qui va chercher toujours à faire quelque chose, disons, à obtenir un résultat maximum et qui, bien évidemment, va obtenir l'inverse, c'est-à-dire la catastrophe. Alors, on va tout de suite regarder un extrait qui illustre ça. Cet extrait, il est issu d'une série américaine qui s'appelle Curb Your Enthusiasm, qui est écrite, produite et parfois réalisée par son protagoniste principal, qui s'appelle Larry David. D'ailleurs, en français, la série s'appelle Larry et son nombril. C'est une série qui existe depuis 2000, qui est censée encore aujourd'hui continuer, mais qui est sur un rythme qui n'est pas annuel. Donc de temps en temps, il y a une nouvelle saison qui sort. Il y a eu 11 saisons. Il y a eu 11 saisons donc en 16 ans. Larry David dit régulièrement qu'il va en refaire une nouvelle, mais non, pardon, il y a eu 9 saisons. Il y a eu 9 saisons en 16 ans. On attend toujours la nouvelle. Je crois que la dernière date de 2011. Et c'est justement de cette dernière saison que vient l'extrait que je vais vous montrer. Une précision, si certains prennent des notes, Curb Your Enthusiasm, j'aurais dû le noter, mais c'est C-U-R-B, Y-O-U-R, enthousiasme. Ça veut dire calme ta joie, littéralement. Et c'est une série donc, dans laquelle ce personnage, qu'on voit ici là, avec ses petites lunettes, il fait son visage typique. Il est embêté. Il y a un truc qui le gêne. On va comprendre pourquoi ça le gêne. Et donc cet extrait, c'est la fin de l'épisode. Alors idéalement, il aurait fallu voir tout l'épisode pour comprendre exactement la mécanique à l'œuvre, mais c'était pas possible. Ça dure 25 minutes, donc je vous ai sélectionné la fin et je vais vous expliquer l'enjeu moral qui se trouve exacerbé dans cette dernière minute. L'épisode s'appelle Palestinian Chicken, poulet palestinien. Donc Larry David joue son propre rôle, celui d'un producteur très très riche qui vit à Los Angeles. Larry David, en fait, avant de faire cette série, il a produit Seinfeld, qui était la série comique juive new-yorkaise par excellence dans les années 90. Il a fait fortune grâce à ça. Là, on est dans les années 2000, il a un peu vieilli, et il se met lui-même en scène dans son propre rôle de producteur oisif, dont toute la vie ne semble tendue que par je sais pas, la recherche des emmerdes. Disons que c'est le Schlemiel par excellence parce qu'il passe son temps à causer des catastrophes sans le vouloir. Et donc dans cet épisode, il glande toujours avec ses copains dans les rues de Los Angeles, il parle de choses et d'autres, il est marié, bon. Il trouve un restaurant palestinien où ils font le meilleur poulet de Los Angeles. Rendez-vous compte, mais il est juif.
Et les Juifs à Los Angeles, croyez-moi, ils sont très très sionistes. Sauf que Larry David, lui, il est pas sioniste, il aime bien se mettre à côté. Je vous dis, il est dans la communauté et en même temps, il aime bien emmerder la communauté. C'est ce qui fait son génie. Et donc, il décide avec un copain d'aller tester ce restaurant dont il a entendu tellement bien. Et effectivement, le poulet est délicieux. Et non seulement le poulet est délicieux, mais la femme qui possède le restaurant est sublime. C'est une très très belle Palestinienne dont il tombe amoureux et réciproquement. Et donc il se met à sortir avec elle, oui, parce que en fait il est divorcé à ce moment-là de la série, bref. Il se met à sortir avec elle, et il y a une indiscrétion, quelqu'un se rend compte qu'il sort avec une Palestinienne, mon Dieu, scandale. En plus, il couche avec elle, elle lui fait dire des insanités presque antisémites au lit, bref. Tout ça est très drôle dans la série. Et là on se retrouve à la fin, qui je crois se passe de commentaires, vous allez comprendre exactement de quoi il s'agit. What's going on? We're rerouting traffic for a protest rally. Some Palestinian chicken place opening up next to a deli. Can you move forward? Ah pardon, alors j'ai un petit problème de sous-titres. Pour certaines des vidéos, je ne sais pas, il y a eu un bug, je n'ai pas réussi à le régler. Donc, dans ce cas-là, je vous dis quand il n'y a pas de sous-titres, je vais parler par-dessus pour vous dire ce qui se raconte. Donc là, il y a des embouteillages et un flic lui dit, je ne sais pas ce qui se passe, il y a des embouteillages, il y a un restaurant palestinien qui vient d'ouvrir et c'est le bordel. Il y a une manifestation devant le restaurant. Parce qu'il y a un délit. Donc un délit, c'est un restaurant typiquement juif qui vient d'ouvrir en face du Palestinian Chicken Restaurant. Donc Larry arrive au milieu de la manifestation. Voilà, donc le délicatessen juif d'un côté, le restaurant palestinien de l'autre. Et ces deux communautés viens avec nous, tu es juif. Et elle, c'est son amoureuse, elle lui dit, viens, on fera l'amour quand tu veux. Viens, tu nous appartiens. Larry, j'ai une sœur. Toi, moi et Jasmine. Nous trois. Allez, mine-toi, viens ici. Et ce visage-là, vraiment, il résume toute la série. C'est pour ça que j'ai choisi ces extraits. Il est indécis, quoi. Il est toujours en train d'hésiter. Il veut le meilleur des deux mondes, en réalité. Il veut le meilleur du monde idéaliste. Parce que c'est un idéaliste, au fond, Larry David. C'est quelqu'un qui a son propre système de valeurs. Enfin, il a un système de valeurs, mais c'est le sien propre. Et personne n'est d'accord avec son système de valeurs et il ne comprend jamais pourquoi. Il pense qu'il a toujours raison. Et c'est vrai que dans son monde à lui, il a toujours raison. Et donc il aimerait ce système de valeurs, et puis il aimerait aussi être dans le monde réel et profiter des avantages que lui offre de faire partie d'une certaine communauté, voilà, avec de l'argent, etc. Et il n'arrive pas à choisir, et il provoque des catastrophes, parce qu'évidemment, s'il y a un restaurant juif qui a ouvert à côté du restaurant palestinien, c'est de sa faute, c'est parce qu'il y a eu cette indiscrétion, et que donc les juifs, par fierté, ils ont ouvert un restaurant, etc. etc. Et voilà comment notre personnage, notre Schlemiel, là c'est donc notre mensch qui aurait échoué à être un mensch, finit par provoquer une catastrophe, et donc, en l'occurrence, un gag. Je reviens à mes extraits. L'extrait suivant que je vais vous présenter, qui est celui-ci, est extrait d'un film qui s'appelle « Au nom d'Anna », qui est sorti en l'an 2000 et qui est réalisé par Edward Norton, qui est aussi acteur et qui joue dans le film, qui joue avec Ben Stiller. Et dans ce film, on les voit au début, quand ils ont tous les deux 13 ans. L'un est un prêtre, l'un est protestant, Edward Norton, l'autre est juif. Et alors que Edward Norton va devenir pasteur, Ben Stiller devient rabbin. Et chaque catholique, pardon, c'est un prêtre, t'as raison. Il est catholique, il est prêtre catholique, et Ben Stiller est rabbin.
Et ils se retrouvent 20 ans plus tard à peu près, et ils sont amoureux de la même femme dont ils étaient déjà amoureux quand ils étaient adolescents, qui est donc la fameuse Anna. Comment ? Et j'ai oublié son nom. Oui. Ça me reviendra, mais. Et dans l'extrait que je vais vous montrer là, Ben Stiller exerce son métier de rabbin auprès d'un jeune garçon de 13 ans, qui donc à 13 ans, juif, s'apprête à faire sa bar mitzvah. Et donc, quand on fait sa bar mitzvah, c'est très sérieux, il faut chanter des chants en hébreu. Et ce jeune garçon a un peu de mal à le faire ça, et Ben Stiller va le coacher, va l'aider à surmonter cette épreuve. Et vous allez voir de quelle façon il le fait. Donc Ben Stiller, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur comique américain, juif, qui incarne lui aussi vraiment souvent dans ses films ce personnage de Schlemiel, donc ce personnage qui aurait échoué, qui échoue à faire le bien, et c'est pour ça que c'est drôle. Voilà. Là, en l'occurrence, il échoue pas, mais vous allez voir, il va plus loin, il théorise l'échec. I suck. They're gonna take away my yarmulke. No, you don't suck. I suck. Okay, yes, you do. You suck. But that's okay, you're supposed to suck. This isn't a talent contest, this is a rite of passage. I mean, happens in all cultures. It's about you being 13 years old. God knew that your voice was going to change when you're 13. There's a reason why you got to do your Haftorah at this age. It's a challenge. God is challenging you. He's calling you a chump. So you got to come back at him. You got to say, hey, Hashem, you think you can scare me with a little biblical Hebrew because my balls haven't dropped yet? I'm serious. I'm serious. You got to show what Alan Klein's made of. How? By sucking with style. Embrace the suckiness. Just say, I love that I suck. I love that I suck. Good, but own it. Say it. I love that I suck. I love that I suck. I love that I suck. Good, good. You played. I love that I suck. Keep going with that. I love that I suck. Okay, good. I'll see you next week. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'idée que le mensch, il doit assumer sa faiblesse, en fait. C'est pas un Übermensch, c'est quelqu'un, au contraire, qui doit prouver sa grandeur morale en assumant parfois sa capacité, ou disons sa tendance à échouer, parce que tout le monde échoue, parce que c'est humain, et parce que c'est humain, eh ben, c'est normal, et donc on devient un mensch aussi en acceptant cette fatalité de l'échec. Et cette fatalité de l'échec, on la retrouve également dans le troisième extrait que je vous présente, que certains ont peut-être vu s'ils étaient lors de la dernière conférence donnée par Guillaume Aurignac sur le film des frères Cohen, A Serious Man. Alors, j'ai pris un extrait, moi, du film, un extrait assez court, dans lequel il y a un petit problème de sous-titres, donc je m'excuse. Qui était là pour la conférence sur les frères Cohen? Ok. Voilà, alors même chose, s'il y a des difficultés à un moment à comprendre, je parlerai par-dessus, je ferai la traduction en direct. Mais ce qu'il faut savoir sur ce film, donc Serious Man, film de 2009 des frères Cohen, tout le monde connaît les frères Cohen, j'imagine, cinéastes juifs, américains, mais qui ont la particularité d'être nés dans le Midwest, c'est-à-dire ils sont pas new-yorkais, ils sont pas californiens, ils sont nés pile au milieu, dans cette Amérique profonde, avec ses valeurs bien particulières, et ça a créé cette espèce d'influence hybride chez eux, et très particulière, qui se reflète dans ce film, dans lequel un personnage juif, professeur de physique à l'université, voit tout son monde et toutes ses valeurs s'écrouler. On est dans les années 60.
Donc lui, il fait partie de l'ancien monde, si vous voulez, du monde de l'immédiate après-guerre. Et puis ses enfants, c'est des baby-boomers, ils écoutent du rock, ils ont d'autres valeurs. Et lui, il est pris entre les deux, il comprend pas. Il y a sa femme qui est en train de le lâcher. En même temps, il est amoureux de disons qu'il a des vues sur sa voisine très plantureuse. Il y a son frère qui revient vivre chez lui. Enfin, il y a plein de trucs qui lui arrivent sur le coin de la figure et il comprend pas ce qui lui arrive. Il a l'impression que c'est une épreuve divine. Il a l'impression d'être Job. Vous savez, dans le livre de Job de la Bible, Dieu lui envoie des épreuves et en même temps, il croit pas vraiment en Dieu, quoi. Il croit dans la mathématique. C'est un professeur de physique. Donc ces tables de la loi, c'est les règles de la physique, et en l'occurrence le principe d'incertitude de Heisenberg. Je vous montre l'extrait et je reviens un petit peu sur ce principe d'incertitude quantique, parce que c'est très important de comprendre ce que ça veut dire. Voilà notre héros. Come to the phone. If I came in, but how about at Rabbi Marshak's convenience? Bon, ça, c'est pas important. Uh-huh. En fait, il cherche à voir le rabbin Marshak ici quand même. Donc il essaie de prendre rendez-vous avec le rabbin Marshak. So that delta x equals the square root of 0.077a squared minus 0. Bon, là, je pense que vous passerez de la traduction. Enfin, je peux, si vous voulez. Hein. The uncertainty in p is equal to the square root of bracket p squared minus bracket p squared. Il y a de la traduction plus tard sur le dialogue. A squared, which lets us delta x, delta p equals the square root of 0.077a squared h over a squared and 1.74 h bar. Okay? The uncertainty principle. It proves we can't ever really know what's going on. Et ça, c'est vrai, hein, c'est des vraies équations. Even though you can't figure anything out, Donc, you will be responsible. même si vous ne comprenez rien, vous serez responsable, vous devrez savoir tout ça pendant le partiel. Did you follow that? Et donc lui, c'est l'amant de sa femme. How do you explain? Well, it might be that in Olam Haba. Donc là, il fait une référence au judaïsme qui m'échappe. Well, I can see that it's subtle, clever, but at the end of the day, is it convincing? Well, yes, it's convincing. It's a proof. It's mathematics. C'est mathématique. Mathematics is the art of the possible. La mathématique, c'est l'art des possibilités. I think so. The art of the possible. I can't remember. Je me souviens pas. Je me souviens pas ce que c'est. I know that. So if I got it wrong, what is so simple? See Marshak. Va voir Marshak, le rabbin. Marshak. I want to see Marshak. Fuck your wife. I'm serious. Je baisse ta femme. Voilà, donc il se réveille, évidemment, c'était un rêve, ce qui explique l'incohérence profonde de ce dialogue. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cet extrait précis, c'est que là, on a un personnage qui est pris dans un conflit entre la science et la religion, et entre deux systèmes de valeurs, et lui croit en les deux. Alors, il croit, a priori, je vous disais qu'il croyait que ces tables de la loi, à lui, c'était les mathématiques, effectivement. Mais par tradition, il va quand même voir le rabbin. C'est pas qu'il est fou, c'est pas que ce personnage est profondément religieux, et souvent d'ailleurs dans les comédies américaines, les personnages juifs, je veux dire, sont sécularisés. Ce qui disons, la question du mensch, elle dépasse la question religieuse. C'est une question culturelle. Donc là, en l'occurrence, il va voir le rabbin parce que c'est sa tradition, mais c'est pas, voilà, c'est moins pour lui demander. Disons, pour simplifier, parce que je me perds, pour simplifier, il croit dans les deux systèmes, en fait. Mais il croit plus dans les mathématiques. Il voudrait croire dans les mathématiques, mais il est rattrapé par Dieu. Voilà. Il est rattrapé par cette tradition et par cette religion qui est la sienne, qu'il n'assume pas tout à fait, mais ça le rattrape. Et donc, ce paradoxe, en fait, est résumé par le principe d'incertitude de Heisenberg qu'il vient de tenter d'expliquer à ses étudiants au tableau. Et qu'est-ce que c'est que ce principe d'incertitude ? Est-ce qu'il y a des profs de physique ou de maths dans la salle ?
Ça va, je vais pouvoir dire n'importe quoi. Personne ne pourra me contredire. Le chat de Schrödinger, voilà. Alors, le chat de Schrödinger, il y est fait référence dans le film plusieurs fois. C'est un concept à la fois simple à comprendre et à la fois impossible à comprendre. Mais il est nécessaire que je vous l'explique. Donc, la physique quantique, en fait, elle a été inventée dans les années 30 par des mathématiciens et des physiciens, dont beaucoup étaient juifs, mais bon, ça c'est une question subalterne. Pas tous, mais certains. Werner Heisenberg, qui a écrit ce principe d'incertitude, lui n'était pas juif. Schrödinger non plus n'était pas juif à ma connaissance. C'était tous les deux des Allemands, ou l'un était allemand, l'autre autrichien, je crois. Bon, bref. Schrödinger a inventé une expérience de pensée qui consiste à mettre un chat dans une boîte. Qui a déjà entendu parler de ce truc? J'aime bien savoir un peu. Chat Schrödinger. Bon, je ne parle pas complètement à des gens qui ne savent pas, mais je vais quand même essayer de me mettre au niveau de ceux qui n'ont jamais entendu parler du chat de Schrödinger. Je suis assez excité de raconter comme ça ce que c'est le chat de Schrödinger à une salle. Donc, pardon. Schrödinger a imaginé une expérience de pensée, donc c'est quelque chose qui n'existe que dans la pensée, ça n'a aucun sens de le faire en vrai, mais il dit, imaginons une boîte fermée, il faut que la boîte soit fermée et opaque. On met un chat à l'intérieur. On met une fiole de poison. Cette fiole de poison, elle est reliée par un mécanisme très ingénieux à une particule radioactive, à un petit bout de plutonium, par exemple. Et cette particule radioactive nous disent les équations de la mécanique quantique. Elle a deux possibilités. Ou elle se désintègre, ou elle ne se désintègre pas. D'accord ? Si elle se désintègre, la fiole de poison se brise, se répand à l'intérieur de la boîte et tue le chat. Si la particule ne se désintègre pas, la fiole de poison reste intègre et le chat reste vivant. Donc il y a deux possibilités. Le chat est mort, le chat est vivant. Et tout ça dépend d'une seule particule. D'accord ? Eh bien, selon la mécanique quantique, le chat est à la fois mort et vivant. Il n'est pas l'un ou l'autre, il est les deux en même temps. Et c'est pas qu'on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant, c'est que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, il est les deux en même temps. Parce que la particule à laquelle sa vie est reliée est à la fois en état de désintégration et à la fois pas en état de désintégration. Et ça, c'est facile à énoncer, c'est impossible à comprendre pour l'esprit humain. Et ça a été la révolution de la physique quantique, c'est que ça décrit un monde ça décrit le monde microscopique de l'infiniment petit, mais si par la pensée, on se force à imaginer une conséquence de cet infiniment petit dans le monde macroscopique qu'on connaît, donc un chat dans une boîte, c'est notre monde à nous, et qu'on relie les deux, il y a une absurdité profonde qui se fait jour, parce qu'un chat ne peut pas être mort et vivant, ça n'a pas de sens pour nous. Il est mort ou il est vivant, non. Il est les deux à la fois. Et ça a été formulé d'une autre façon par plein de formules là qu'on voyait sur le tableau, le principe d'incertitude de Heisenberg, qui dit que on ne peut connaître simultanément la position d'une particule et sa vitesse. Je vois bien que je suis en train de vous perdre en disant ça, donc je ne vais pas insister. Mais en gros, il y a des choses qu'on ne peut pas... Enfin, c'est même pas qu'on ne peut pas les savoir, c'est que c'est les deux à la fois. Il faut accepter qu'il y ait deux possibilités à la fois. A et B, A plus B en même temps. Voilà. Qui n'a pas compris ? C'est foncièrement absurde. On pourra poser une question tout à l'heure. Si tu... Vas-y. C'était une remarque. De statistiques. En fait, c'est des questions de probabilité. Oui, c'est des probabilités. Voilà. Et voilà, une particule, quand elle s'agite à une vitesse de la lumière, voilà, on peut pas. Il y a un nuage. Voilà, elle ne peut pas avoir en même temps sa position exacte Et sa vitesse. et sa vitesse. Voilà. Donc il y a un nuage de possibilités. On sait qu'elle peut être là à tel pourcentage, là à tel autre pourcentage, avec telle vitesse, selon tel pourcentage. Donc la mécanique quantique, de façon révolutionnaire,
ça a complètement bouleversé la philosophie, hein, par ailleurs, cette découverte, nous explique que le monde réel, c'est-à-dire le monde à l'échelle la plus petite, le monde tel qu'il est derrière les apparences, en fait, est un monde de probabilités. Les choses sont à plusieurs endroits à la fois, selon des probabilités, mais on ne peut pas être sûr à 100% qu'elles sont à un endroit d'une certaine façon. Donc le chat de Schrödinger, il est mort ou est vivant selon certaines probabilités, mais on ne peut pas savoir s'il est l'un ou s'il est l'autre. Et ça, appliqué dans le monde réel, bah, ça fout un beau bordel. Et c'est ce que les frères Cohen ont tenté de faire brillamment, à mon avis, dans ce film Serious Man, en appliquant ce principe d'incertitude à la vie d'un pauvre homme qui n'a rien demandé, et qui voit toutes ces certitudes s'ébranler, et d'un coup devenir ambigu. Tout est un peu bizarre, tout est un peu ambigu dans son univers. Et donc cet homme qui cherche à être un mensch, qui cherche à être un bon père de famille, un bon mari, un bon professeur, quelqu'un qui respecte les règles, qui ne veut pas donner une bonne note à son étudiant parce que son étudiant a essayé de le corrompre, etc., voit toutes ces certitudes balayées d'un revers de main, comme si Dieu lui lançait une épreuve, il lui disait « tout ça n'a aucun sens, tout ce en quoi tu crois, toute cette morale, n'a aucun sens. Et néanmoins, tu seras tenu responsable. » Et ce paradoxe-là, sur ce paradoxe-là, est fondé tout l'humour juif, en fait. Si vous êtes un peu familier de ça, c'est toujours, dans l'humour juif, c'est un humour profondément absurde, et néanmoins qui a du sens. Qui a du sens pour le personnage au moment où il le vit. Même dans les blagues juives, c'est souvent ça. Et c'est souvent basé sur des paradoxes de langage ou sur des absurdités de situation qui ont néanmoins des conséquences dans la vie réelle. Voilà. Alors, passons à la suite. Je crois qu'il faut que j'accélère un tout petit peu. C'est l'avant-dernière partie qui s'appelle « Woody et Waldo sont dans un bateau, menschitude et perfectionnisme ». Alors, Woody, tout le monde voit qui c'est. Waldo, peut-être un peu moins, sauf s'il y a des professeurs de philosophie dans la salle. Ça se réfère à Ralph Waldo Emerson, qui était un philosophe américain né au début du XIXe siècle et mort en 1888, je crois, dans ces eaux-là, assez vieux pour l'époque, et qui est le père, le fondateur du transcendantalisme américain, qui ensuite est devenu le perfectionnisme américain sous la plume de Stanley Cavell, qui est un de ses disciples contemporains, qui lui a fait sa carrière après-guerre et qui est encore vivant, qui a à peu près 80 ans aujourd'hui, qui est sans doute à la retraite, mais qui a écrit des livres importants, des livres de philosophie analytique, c'est-à-dire que c'est un disciple de Wittgenstein. Bon, donc il écrit sur les structures même de la philosophie et du langage, et il s'inscrit dans cette lignée du perfectionnisme émersonien qui consiste à ramener une forme d'idéalisme et de transcendance dans la pensée américaine qui était jusqu'à présent très utilitariste. C'est ce que je vous racontais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire la philosophie américaine considère que pour faire vite, ce qui doit guider l'action, c'est le principe d'efficacité et d'utilitarité. Ça, c'est la philosophie américaine de base. Je ne suis pas un spécialiste, mais bon, voilà. Et à partir d'Emerson, on va considérer qu'il y a des valeurs supérieures. On va donc se référer à Dieu, puisque c'est Dieu, selon eux, qui nous donne ces valeurs morales. Et l'esprit humain peut aspirer à quelque chose de supérieur, à condition de respecter certaines valeurs morales et un certain principe de responsabilité. Donc là, on n'est pas du tout dans le judaïsme, on est dans une tradition protestante, même puritaine américaine, qui néanmoins va rencontrer la question du mensch grâce au cinéma américain, grâce à la comédie américaine. Et c'est là que ça m'intéresse. Et cet homme, ce philosophe, ce penseur qui va faire la synthèse entre ces deux traditions philosophiques, d'un côté américaine, émersonienne, perfectionniste, et de l'autre, juive, européenne, yiddish, etc., c'est Stanley Cavell, dans plusieurs livres, mais notamment celui que Luc montrait tout à l'heure, « Le cinéma rend-il meilleur ?».
Donc là, le questionnement est évident. Est-ce que par les films, on peut comprendre des choses sur la vie qui nous rendent meilleurs? Et un autre livre qui est en rupture de stock, mais qui est très important et qui s'appelle « À la recherche du bonheur » et qui s'attache à étudier 7 films des années 30-40, donc les premières comédies américaines. Ces films sont Bringing Up Baby de Howard Hawks. Je ne connais pas les titres en français. C'est L'Impossible Monsieur Bébé, Philadelphia Story, Indiscrétion, His Girl Friday, La Dame du Vendredi, The Lady Eve, Adam's Rib, Madame Porte la Culotte, merci. It Happened One Night, c'est New York, Miami, et The Awful Truth, l'invraisemblable vérité. Non. Voilà, bon, peu importe. Il prend 7 films, il prend un corpus de 7 films, Stanley Cavell. Il les étudie, il les regarde. C'est des films populaires. Hein, donc, il écrit son livre en 1980, À la recherche du bonheur, en 1980. Il prend des films des années 30-40, mais il prend des films qui ne sont pas anoblis. Il fait exprès de prendre des comédies populaires pour dire, attention, ça a beau être des comédies populaires, on peut penser avec ces films et on peut penser sérieusement. Et il voit dans ces 7 films un schéma qui se répète et qui est celui du remariage. Et donc, il invente un concept, il appelle ça des comédies de remariage. Et qu'est-ce que c'est le remariage? C'est l'idée que les deux personnages au début du film sont divorcés et vont passer le film à se remarier, à se remettre ensemble. Et pour se remettre ensemble, ils vont devoir faire chacun un pas vers l'autre, essayer de mieux se comporter l'un envers l'autre, essayer de dépasser des obstacles que la vie met devant eux, mais aussi des obstacles moraux qu'ils ont eux-mêmes, des limites inhérentes à leur propre système de valeurs qu'ils vont essayer de dépasser pour devenir des hommes meilleurs. Et donc, nous dit Cavell, le cinéma, en nous montrant des gens qui font ce travail sur eux-mêmes, qui essaient de devenir meilleurs, eh bien, le cinéma peut nous rendre meilleurs. Il y a quelque chose de bon à en tirer, il y a des leçons de vie à en tirer, et il ne dit pas qu'il faut absolument se remarier s'ils sont divorcés. Il prend cet exemple parce que ça l'arrange, et au fond, ce qui est drôle, c'est que dans les 7 exemples qu'il prend, je crois qu'il n'y en a que 2 qui suivent strictement ce schéma, c'est-à-dire où les personnages sont vraiment mariés et sont vraiment divorcés et se remarient à la fin. Souvent, dans The Philadelphia Story, qui est vraiment la comédie de remariage pure et dure. Mais sinon, parfois, c'est juste des personnages qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent mal et qui ne s'aiment pas au début. L'idée, c'est que les personnages ne s'aiment pas au début et vont, à l'issue du film, par toute indiscrétion en français, merci, par tout un tas, après avoir traversé tout un tas d'obstacles et avoir fait amende honorable, en quelque sorte, vont se rapprocher et vont se dire, bon, finalement, on n'est pas si mal ensemble. L'impossible Monsieur Bébé, par exemple, l'impossible Monsieur Bébé en est un bon exemple. Donc, je vous ai amené 2 extraits, l'un qui n'est pas directement une comédie de remariage, mais qui suit ce schéma de 2 personnes qui se détestent, 2 personnages qui se détestent au début du film et qui vont apprendre à s'apprécier. Donc c'est le premier, pour le pire et pour le meilleur, et le deuxième, celui-là, Enclogue mode d'emploi de Joe D'Apato. Là, pour le coup, c'est vraiment une comédie de remariage. Donc commençons par le premier, Pour le pire et pour le meilleur, film de 1998 de James L. Brooks, donc le même réalisateur que celui dont vous allez voir un film en entier tout à l'heure. Il s'agit de Jack Nicholson, qui joue un écrivain new-yorkais atrabilaire, bourré de toc, extrêmement désagréable avec ses voisins, et notamment avec sa voisine, qui est jouée par Helen Hunt, qui passe son temps à enquiquiner. Là, on est vers la fin du film. Évidemment, les 2 personnages sont tombés amoureux l'un de l'autre, mais ne veulent pas se l'avouer. Et Jack Nicholson, un peu forcé et contraint, va inviter sa voisine au restaurant. Et voilà ce qui va se passer. Ah, problème de sous-titres. Bon, il y a pensé, mais il n'a pas envie. Il déteste cet endroit parce que ça l'oblige à acheter un nouveau costume et elle à porter une nouvelle robe. Il ne voit pas l'intérêt.
Où est-ce que vous allez? Why? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? I didn't mean it that way. I mean, you gotta sit down. You can still give me the dirty look. Just sit down and give it to me. Pay me a compliment, Melvin. Donnez-moi un I compliment. need one. Faites-moi un compliment. You have no idea how much what you just said hurt my feelings. Vous n'avez pas la moindre idée à quel point vous venez de me blesser. It's that they need you. They threaten to walk out. A compliment is something nice about somebody else. Un compliment, c'est une chose agréable sur quelqu'un d'autre, maintenant ou jamais. Asseyez-vous. And mean it. Can we order first? Okay. Two hard shell crab dinners, pitcher ice cold beer, baked or fries. Fries. One baked, one fried. I'll tell your waiter. Okay. Now, I got a real great compliment for you, and it's true. So afraid you're about to say something awful. Don't be pessimistic. It's not your style. Okay. Here I go. Clearly a mistake. I've got this, what, ailment? My doctor, a shrink that I used to go to all the time, he says that in 50 or 60% of the cases, a pill really helps. I hate pills. Je déteste les pilules. Je déteste. J'utilise le mot détester, vraiment. Mon compliment, c'est la nuit où vous êtes venu chez moi et m'avez dit que... Bon, vous savez ce que vous avez dit. Le lendemain, donc, j'ai commencé à prendre les pilules, ces pilules que je déteste. I don't quite get how that's a compliment for me. You make me want to be a better man. Vous me faites vouloir devenir un homme meilleur. C'est ça qu'il lui dit. Vous me faites vouloir devenir un homme meilleur. Vous faites que je veuille devenir un homme meilleur. That's maybe the best compliment of my life. Well, maybe I overshot a little. J'ai peut-être un peu exagéré parce que voilà, je voulais vous retenir. Voilà. Donc, you make me wanna be a better man. Vous me donnez envie de devenir un homme meilleur. On a là vraiment résumé en une phrase la quintessence de ce que c'est be a mensch et de ce que la comédie américaine peut dire sur ce sujet. Il y a des gens qui se remarient peut-être. Pardon? De se remarier? C'est pas très à la mode, non. C'est ça en fait, voilà. Il veut devenir meilleur parce que quelqu'un lui donne envie de devenir meilleur. Et c'est dans cette combinaison, dans ce jeu entre deux personnes, que réside, à mon avis, à mon sens, ce que la comédie américaine peut receler de plus beau, à savoir des personnages qui ont envie de s'améliorer et qui n'ont pas seulement envie d'être des personnes bien, avec un B majuscule, mais simplement des personnes meilleures, faire de leur mieux. On voit bien par une blague qui désamorce juste après son compliment, qui ne peut pas s'empêcher. Et c'est ça qui est drôle aussi, sinon ce ne serait pas une comédie. Mais il n'est pas devenu un homme bien en faisant ce compliment ou en la rencontrant. Il est devenu un homme meilleur. Il a fait un petit pas. Et ça, c'est vraiment une idée très forte chez Stanley Cavell, qui est de faire de son mieux au quotidien pour devenir un homme meilleur. Et on n'est pas dans une philosophie
la transcendantale, où ce seraient des grands principes moraux, religieux qui nous obligeraient à nous comporter de façon exemplaire. Non, on est dans quelque chose de très concret, de très quotidien, de très simple, de très terre-à-terre, prosaïque, qui nous donne envie de devenir meilleur. Voilà. Le deuxième extrait qui est issu de En cloque, mode d'emploi, un film de Judd Apatow, donc sur qui j'ai fait un documentaire, film qui date de 2008, enfonce le clou et amène cet enjeu chez un couple contemporain, couple qui s'est formé par hasard, en fait, c'était un coup d'un soir. Ils se sont rencontrés en boîte, Seth Rogen et la jeune femme dont le nom m'échappe soudain, Catherine Heigl. Seth Rogen et Catherine Heigl donc, se rencontrent un soir dans un club, font l'amour. Il oublie de mettre un préservatif. Ce qui arrive parfois arrive. Elle se retrouve enceinte et elle l'appelle un mois plus tard pour lui dire voilà, je suis enceinte. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ce moment du film, c'est le moment où ils hésitent tous les deux. Enfin, lui, là, il n'a pas hésité. Enfin, il attend, disons, qu'elle prenne les décisions pour lui. Il est un peu lâche. C'est un jeune homme de 26-27 ans qui fait pas grand-chose de sa vie. Et donc, tandis que elle va voir sa mère pour lui demander conseil, et sa mère lui dit avorte. Ne fais pas la même connerie que moi j'ai fait quand je t'ai eu. Sympa. Avorte. Donc elle le prend assez mal, en fait, Catherine Heigl, et elle décide de ne pas avorter. Elle a le droit de ne pas avorter. On a beaucoup reproché à Judd Apatow de faire que son personnage n'avorte pas. Lui, il dit, oui, enfin, on n'est pas obligé d'avorter non plus. Il n'est pas contre l'avortement, c'est juste que c'est son choix à elle, à ce personnage. Et puis si le personnage avortait, le film s'arrêterait au bout d'un quart d'heure, ce serait pas drôle. En l'occurrence, elle fait le choix de ne pas avorter. Et donc lui, il discute avec son père, comme s'il avait le choix, alors qu'en fait, il n'a pas le choix, parce que c'est elle qui va décider, de toute façon. Ils se connaissent à peine, hein, c'est pas vraiment un couple. Et voilà ce que son père, à lui, va lui dire. Et son père, je vous le précise, il est joué par Harold Ramis. Et Harold Ramis, c'est quelqu'un de très important dans la comédie américaine. C'est un peu un mentor de Judd Apatow. Il est mort il y a 2 ans. Il a réalisé un film qui s'appelle Un jour sans fin, avec Bill Murray qui revit sans cesse le même jour. Vous vous souvenez de ce film ? Groundhog Day. Et c'est aussi un film dont j'aurais pu montrer un extrait dans cette conférence, parce que c'est aussi l'idée du mensch, puisque dans Un jour sans fin, Bill Murray doit recommencer un jour, encore et encore et encore, jusqu'à se comporter suffisamment bien auprès de la femme qu'il aime pour enfin pouvoir dépasser sa malédiction et pouvoir passer au jour suivant. Donc c'est la répétition qui va l'amener à se comporter de façon morale. Et donc Harold Ramis, qui a réalisé ce film, joue le père du héros dans le film qui nous intéresse. Your grandmother having Alzheimer's so bad she doesn't even know who the fuck I am. That's a disaster. This is a good thing. This is a blessing. I have a vision for how my life would go, and this definitely is not. Is this your vision? Are you living your vision right I am kind of living my vision. Well, that is sad, I'm telling you. Life doesn't care about your vision, okay? Stuff happens, you just gotta deal with it. You roll with it. That's the beauty of it all. I just don't know how I tell the kid not to do drugs when I do drugs. I'll feel like a hypocrite. Well, remember what I told you? When you were a teenager? What did you say? I said no pills, no powders. That's right, that's right. If it grows in the ground, it's probably okay. Well, I guess it worked like you told me not to smoke pot all those years, and then I found out you were smoking pot that whole time. Marie, c'est marijuana. Hein. Not the whole time, just in the evenings and all day every weekend. Not that much. Honestly, though, when you look at me, do you not think at all like, no, if he just never existed, I would have avoided a massive heap of trouble, you know? Absolutely not. I love you totally and completely. You're the best thing that ever happened to me. I'm the best thing that ever happened to you? Yeah. Now I just feel bad for you. Hi, Ben. Hey, Allison, how's it going? Good, good. You know, I was just calling to let you know that I've decided to keep the baby.
keeping it. Oh. Yeah. So that's what's happening with that. Good. That's good. That's what I was hoping you'd do. So, awesome. Yeah. Yeah, it is good. Okay, I know we didn't plan this, and you know, neither of us really thought it was going to happen. But life is like that. You can't plan. If you did plan, life doesn't care about your plans necessarily, and you just kind of have to go with the flow. And you know, I know my job is to just support you in whatever it is you want to do. And I'm in, you know, so whatever you want to do, I'm going to do, you know, I'm on board. Yay! I really appreciate you saying that. No problem, you know, so I'll tell you, you know, maybe if you could help me by telling me, like, one thing that I am supposed to do, then that would be good, because I literally have no idea whatsoever. I have no idea either. So, you want to get together and talk about it or something like that? Yeah, sure. Date, Yeah. Voilà, donc là, ça me semble assez clair également. J'imagine que vous voyez où je voulais en venir avec cet extrait. C'est deux personnages qui décident de faire ce grand saut sans très bien savoir pourquoi, parce qu'ils sentent que c'est ce qu'ils doivent faire. Et donc elle décide d'avoir le bébé, et lui décide de l'accompagner dans cette aventure et de faire au mieux pour que ça se fasse bien. Et le film, qui est donc une comédie, ils vont passer leur temps à chamailler, etc., pour finalement réussir à s'entendre et à élever ensemble ce bébé, sans avoir réglé les trois quarts de leurs problèmes. Et après, c'est la vie, et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça s'est passé, en fait, je veux dire, pour Judd Apatow lui-même. C'est un film en grande partie autobiographique. Voilà, il a rencontré sa femme, et puis sur un tournage, c'est une actrice, c'est une belle actrice. Puis ils ont eu un enfant, enfin elle est tombée enceinte, et puis il a dû faire avec. Et donc il raconte dans ce film un petit peu cette aventure qui a été la sienne. Et dans le film suivant qu'il a réalisé, This is 40, 40 ans mode d'emploi, il prend un peu les mêmes personnages 10 ans plus tard, et il raconte ce qui serait devenu s'ils étaient restés mariés. Et chez Judd Apatow, qui est un cinéaste vraiment qui s'inscrit dans la lignée de Stanley Cavell, et donc dans la lignée de James L. Brooks. Donc c'est un cinéaste moral, perfectionniste, qui croit que le mariage, c'est évidemment pas une institution sacrée ou parfaite, mais c'est un cadre institutionnel par lequel deux personnes peuvent essayer de faire de leur mieux pour avancer dans la vie et faire le bien autour d'eux. Comme il se fait un tout petit peu tard, je ne vais montrer plus qu'un extrait que je vais vous... Ah, j'avais un effet qui est raté. J'avais une dernière question. La femme était l'avenir du mensch? La réponse est oui. Donc, je ne peux pas terminer cette conférence sans vous montrer un extrait où quand même le mensch est une femme, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les hommes qui soient des mensch, après tout. Les femmes aussi peuvent porter la responsabilité sur leurs épaules. Et donc c'est un film dans la même veine que les deux derniers qu'on vient de voir. Il est réalisé il s'appelle Écart de conduite, en anglais Riding Cars with Boys, c'est-à-dire aller dans des voitures avec des garçons. Ça sonne pas très bien, donc Écart de conduite, c'est pas si mal. C'est un film sorti en l'an 2000, réalisé par Penny Marshall, qui est une femme, et produit par James L. Brooks. Encore ce James L. Brooks, dont on verra un film après, et sur qui il y a à l'entrée, si vous ne l'avez pas pris, il y a une photocopie d'un texte que j'ai écrit sur l'œuvre de James L. Brooks. Et donc c'est pas lui qui l'a réalisé, mais ça ressemble beaucoup à tous ses films. Il l'a produit, donc il a vraiment mis son empreinte dessus. Et dans ce film, Drew Barrymore, qui est la jeune femme qu'on voit ici, joue une maman, une femme qui a eu un enfant très jeune. Donc c'est encore une jeune maman. Aujourd'hui, son enfant a l'âge d'aller à l'université, il a 18 ans. Elle, on imagine qu'elle en a peut-être 18 de plus, voire 16 de plus. Je ne sais plus exactement quel âge elle a dans le film, mais voilà, elle l'a eu vraiment très jeune. Et elle l'a eu avec un incapable, avec un bon à rien, un type qui n'a pas réussi à mener sa vie correctement, et qui a en plus réussi à ruiner la sienne régulièrement en lui faisant rater des examens importants pour qu'elle puisse entrer à la fac. Parce que
c'est une prolétaire en fait dans le film Drew Barrymore, donc tout ce qu'elle a, elle l'obtient par son travail et par sa volonté, mais rien ne lui est donné, elle n'est pas née avec une cuillère dans la bouche, et donc non seulement elle a un enfant très jeune, et en plus son mari est un incapable. Et au moment de cette scène qui se trouve vers la fin du film, je suis désolé pour ceux qui vont vouloir le voir, mais ça révèle un peu d'éléments sur le film. Mais elle a fini par à peu près réussir à faire ce qu'elle voulait, aller à la fac. Son fils est devenu grand, il a l'âge de quitter la maison. Et son fils lui en veut beaucoup, parce qu'il trouve qu'elle n'a pas été une bonne mère et qu'elle n'a pas été assez là pour lui, et qu'elle était trop égoïste, et qu'elle s'est trop occupée d'elle-même. Alors que nous, on a vu le film on a passé le film à voir le contraire, au contraire qu'elle se battait vraiment à la fois pour lui, mais aussi pour elle. Elle ne voulait pas sacrifier complètement sa vie, donc elle devait faire de son mieux pour ménager la chèvre et le chou. Et son fils lui reproche, alors qu'ils vont voir le père, qui vit dans une caravane, qui vraiment lui définitivement raté sa vie, mais que le film, dans un geste sublime, va néanmoins sauver. Le père va faire un truc très beau, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le père, c'est lui. Et je vous laisse voir. Donc il s'est remarié avec une tocarde. Et il vient lui demander un service en fait. Il a besoin d'un truc. Qui donne un ultime conseil à son fils. Il a mis dans la poche de son fils une dent. Et en fait, cette dent, c'était la dent de lait de son fils qui était tombée et qu'il a ramassée au début du film et qu'il a gardé toutes ces années. Et donc, il lui met dans sa poche pour prouver qu'il n'a jamais oublié son fils et que quand même, même s'il n'était pas présent, son fils comptait pour lui. Donc, elle attendait parce qu'elle ne peut plus parler au père, il s'engueule trop, il ne se supporte plus. Donc, elle attendait à côté. J'étais une bonne mère. J'étais une super mère. Mais ce que j'ai dû traverser pour te garder en un morceau. C'est sa copine qui l'oblige à partir en fait. Mais il peut pas. Oui. Est-ce que tu savais que j'étais amoureux d'Emilia ? Sa vie est foutue parce que sa copine ne peut pas l'aimer parce qu'elle pense qu'elle pourra jamais le rendre heureux. Donc, elle se demande, mais quand est-ce que ce travail de mère se termine ? Tu appelles ça un travail ? J'ai merdé. Regarde, il a signé le contrat qu'on était venu lui demander. Je m'en moque.
Là, il se souvient du conseil donné par son père. I need your help. With what? Voilà. Et ouais, je voulais absolument vous montrer cet extrait, et même en l'occurrence terminer avec cet extrait, parce qu'on voit aussi comment cette comédie américaine travaillée par la question du mensch, en l'occurrence un mensch au féminin, passe sans cesse du rire aux larmes, quoi. Et n'est pas seulement là pour faire rire, mais aussi pour nous émouvoir et pour essayer de nous rendre meilleurs, je l'espère. Voilà, merci. Il reste un petit peu de temps pour des questions, Luc. Très rapide, s'il y a 2 questions.